Selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, la France compte aujourd'hui 515 000 exploitations agricoles. C'est un chiffre important, penserez-vous? Peut-être, mais il y a 20 ans, il y en avait plus du double. On apprend aussi en lisant le numéro d'avril dernier des tableaux de l'INSEE, et cela va nous intéresser directement pour ce qui suit, que les grosses exploitations jouent un rôle grandissant dans le volume global de la production agricole. Aujourd'hui, les petits exploitants souffrent toujours plus. Ils sont déjà nombreux à ne plus pouvoir y arriver. Certains mettent fin à leur jour, d'autres tentent de continuer de vivre, mais à quel prix? Eh bien, de voir par exemple leur troupeau saisi. Les scènes que vous allez voir dans ce reportage de Gwen Lawen-Le Gouil et Jean-Laurent Bodinier de Cargo Culte sont poignantes et il n'y a pas de recherche d'effet dans ce propos. Il pose une question centrale. Le salut viendrait-il des grosses exploitations agricoles comme on en trouve ailleurs? Si oui, eh bien, c'est peut-être la fin d'un monde qui se dessine. Un matin de février en Centre-Bretagne. La gendarmerie perquisitionne l'exploitation d'un éleveur. Bonjour. Accusé de laisser dépérir son troupeau. J'ai la DDTP et puis les gendarmes qui sont là, ils viennent enlever mon cheptel. Les gendarmes accompagnent les services vétérinaires, venus saisir les bêtes. Je suis un pauvre malheureux dépassé par le travail, mais mes animaux sont pas malheureux. Monsieur Ledour, les 11 cadavres qu'on a retrouvés, ils étaient pas malheureux? Oh là là! Il y a des restes de rounes partout sur les champs. Oui, maintenant, partout. On sait bien qu'on va Les en rounes, trouver, là, ça, c'est sûr. des ballots de foin que l'éleveur ne mettait plus à disposition de ses bêtes. On va pas rentrer dans ces discussions. Sur 110 têtes de bétail, une douzaine a été retrouvée morte quelques jours plus tôt. Pour faire des bâtiments. Et vous savez bien qu'économiquement, c'est pas viable. C'est 12% quand même de votre cheptel là, qui n'a pas passé l'hiver. Hein. C'est pas une Ah, nouvelle. mais c'est un accident. Ah non, c'est pas un accident. Pardon? C'est pas un Vous accident. vous rendez compte, vous venez dans la maison ici tout Vous savez, dégueulassé. quand les animaux mangent de l'if, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à manger. Hein. Ah, ils mangent ce qui est veille. Bon, L'homme a beau contester les faits, la procédure est lancée. Les vétérinaires commencent par faire enlever les moutons, tétanisés et affamés. Leur laine, infestée de parasites, tombe en lambeaux. Un à un, les animaux sont saisis sous le regard impuissant de leurs propriétaires. Ils seront recueillis par l'association dirigée par cet homme qui vient en aide aux animaux de ferme. Frédéric Freund tente de convaincre l'éleveur du bienfait de l'opération. Voyez, le bon côté des choses, c'est qu'aujourd'hui, vos animaux, vous ne pouvez strictement rien en faire. Non, mais si vous venez de mon côté, c'est peut-être provisoire, mais si vous allez contre moi, c'est foutu. Mais non, mais Il n'y a que vous peut-être qui pouvez me sauver. voilà. La seule solution, la seule porte de sortie que vous avez, c'est que ces animaux ils soient mis en dépôt temporairement, régularisés. Oui. Et après, vous inquiétez Le pas. principal reproche fait à l'éleveur, Je vous les donnerai. des vaccinations plus à jour et des bovins non déclarés. Pour ces raisons, c'est l'ensemble du troupeau qui doit être saisi. Mais les bêtes sont sauvages. Il faudra plusieurs jours pour en venir à bout. Une fois rassemblées dans un enclos, les vaches peuvent enfin être embarquées. Certaines d'entre elles iront directement à l'équarrissage. Mais Frédéric Freund n'est pas au bout de ses surprises. Un peu plus loin, dans une grange, une macabre découverte l'attend. Des cadavres de bovins, 5 au total, gisent dissimulés sous du foin. Mais ça commence à faire beaucoup, là. L'unique survivante de l'étable est retrouvée si faible qu'elle doit être euthanasiée sur le champ. Celle-ci va être sauvée. C'est trop tard, monsieur. Elle circule. C'est trop tard. Je la lève tous les jours. La scène est choquante. Pourtant, depuis quelques années, des drames comme celui-ci se multiplient dans le secret des campagnes françaises. Vous avez mis le roune en plein dans la boue en bas. Il y a de plus en plus d'exploitants qui baissent les bras, tout simplement parce que financièrement, ils ne s'en sortent plus. Et ils se disent, c'est pas la peine que je passe du temps à m'occuper de mes bêtes, puisque ces bêtes ne me rapportent rien et elles me coûtent plus qu'elles ne me rapportent. Les seuls animaux qui sortent de l'exploitation, c'est pas de la vente, c'est pas pour l'abattoir, ce sont des cadavres qui partent à l'équarrissage. Et si on n'intervient pas aujourd'hui,
Eh ben, dans 15 jours, en 3 semaines, c'est pas 4 cadavres, c'est 50. Des troupeaux abandonnés, des éleveurs qui laissent dépérir des bêtes auxquelles ils ont parfois consacré toute leur vie. C'est le dernier tabou du monde paysan. En France, la crise du lait de 2009 a mis les éleveurs à genoux. Les petites exploitations peinent à se moderniser et meurent peu à peu. 10 000 d'entre elles disparaissent chaque année. Ailleurs en Europe, certains s'en sortent mieux, comme en Allemagne, où pour gagner en productivité, des éleveurs ont investi dans des fermes aux dimensions hors normes. Des exploitations copiées sur le modèle américain. On les appelle des fermes industrielles. Les plus critiques parlent de fermes-usines. En quelques années, ce modèle s'est étendu à l'ensemble du territoire. Klaus est un précurseur. En pleine crise du lait, il s'est endetté sur 20 ans. Son troupeau, 850 vaches qui produisent 9 millions de litres de lait chaque année. Klaus n'est plus vraiment un paysan, mais il est très fier de son nouveau rôle d'entrepreneur. Le métier que nous pratiquons aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui que nous avions appris. Il n'a plus aucun rapport avec celui que nous avaient enseigné nos parents. L'agriculture d'autrefois, celle d'il y a 30 ans, c'est un tout autre monde. L'agriculture a complètement changé. Aujourd'hui, on parle d'entreprise, d'exploitation laitière. Ça n'a rien à voir avec la ferme traditionnelle de 50 ou 70 vaches. Désormais, il faut travailler avec des collaborateurs extérieurs. Il faut les former en permanence. C'est un nouveau défi. Ma femme et moi, on a beaucoup développé les ressources humaines. C'est très important. Nous, on gère le personnel et nos employés s'occupent de nos vaches. La ferme de Klaus est donc une entreprise comme les autres, qui doit aussi beaucoup à la technologie. Importée des États-Unis, cette machine de traite géante a englouti à elle seule le tiers des investissements. Elle permet de traire 300 vaches en seulement 1 heure, soit l'ensemble du troupeau en à peine une matinée. Les bêtes y passent 3 fois par jour. Tu es à combien aujourd'hui? 6,3, 6,4, 6,5? Beaucoup sont à 6,5. Oh, 6,5, plus ce serait pas possible. Au-delà, j'ai une prime, non? Plus, c'est pas possible. Attention, tu m'éclabousses. Ici, les vaches arrivent une par une. Et elles quittent le manège une par une. Ça ressemble plus à une façon de travailler industrielle. C'est comme une chaîne de montage, un peu comme dans une usine de voitures. Une voiture après l'autre. Et là, c'est une vache après l'autre. Et les vaches, elles se sentent bien? Oui, les vaches se sentent très bien sur ce manège. Chacune a son box et peut aussi voir ses congénères qui sont juste à côté. Ça veut dire qu'elles ne se marchent pas sur les pieds et qu'elles peuvent se regarder, s'observer. C'est pour ça que finalement, pour les vaches, faire un tour de manège, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de plus chouette. C'est de la pure détente. Les vaches sont vraiment complètement relaxes, complètement détendues sur ce manège. La détente va durer 7 ou 8 ans, le temps de la rentabilité. Ensuite, les vaches seront conduites à l'abattoir. De toute leur vie, elles n'auront jamais foulé un vrai pâturage. Ce modèle se veut pourtant écologique. L'un des secrets de sa rentabilité se trouve un peu à l'écart, dans cette immense cuve à fumier, le méthaniseur. Ici, rien ne se perd, même la bouse est source de profit. Transformée en gaz, elle produit de l'électricité revendue à l'État. Une plus-value de 2 centimes d'euros par litre de lait, soit 150 000 euros par an. Une sorte d'assurance en cas de baisse des cours. L'entrepreneur n'a jamais douté de ce modèle. Selon vous, l'élevage est condamné à grossir? Oui, tout à fait. C'est l'évolution structurelle. Ça va de plus en plus se concentrer sur un petit nombre d'exploitations. C'est tout à fait normal.
Et personne ne pourra aller contre cette tendance, même avec des lois ou autres. À terme, il y aura de moins en moins d'exploitations qui s'occuperont de grandes surfaces et qui auront les méthodes adaptées pour la tenue et l'exploitation des animaux. Fort de ce modèle, le pays est devenu ces dernières années le premier producteur de lait en Europe. En France, les revenus des paysans auraient chuté de presque 20% l'an dernier. Les petits éleveurs sont de plus en plus nombreux à jeter l'éponge. Max en est le premier témoin. On l'appelle des quatre coins du pays pour enlever les troupeaux abandonnés. Max est chasseur de vaches professionnel. Moi, j'ai subi une charge d'un animal. Je ne devrais pas être là. Parce que la bête m'a chargé de face. Et elle voulait me tuer, quoi. Max a rendez-vous au fin fond du Jura pour retirer son troupeau à un paysan en détresse. Voilà le dispositif qui va se mettre en place. On va essayer de leur donner un petit peu à manger. Je vais laisser mon camion là. Et l'éleveur est dans cette maison là-bas. Donc je vais voir. C'est moi qui entre en action maintenant. À peine arrivé, l'homme va à la rencontre du paysan pour le rassurer. Donne un peu de foin là. Serge, elles sont toutes là les bêtes? Toutes ici. Impec. Alors on va attendre, je t'explique. Où tu vas? Serge, on va attendre. C'est la dernière verrière. D'accord, on va attendre un moment, parce que l'autre, il ne faut pas qu'elle entende du bruit, tu vois. Donc on va même peut-être prendre le temps 5 minutes de casser un bout de croûte. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme tu veux. Comme ça, on laisse la bête s'endormir tranquille, et avant de charger les autres, je veux d'abord prendre la sauvage. Hein? Ok? L'éleveur semble coopératif. Max est rassuré. Je pense qu'on a affaire à un brave gars, qu'on va sortir de la misère. Je pense qu'on va y arriver. Parce qu'il a l'air brave. Ça va le libérer. Ça va le libérer d'une charge qu'il ne peut plus assumer, tu vois. Viens, Châtaigne. Doucement. Tu regardes. Allez, on a besoin de toi maintenant. Allez, viens. Allez, viens, Châtaigne, doucement. Doucement. Max ne se déplace jamais sans Châtaigne. Une vache dressée grâce à laquelle il peut approcher les bêtes que le manque de soins a rendues agressives. Sa technique? Commencer par endormir la meneuse du troupeau. On va vous positionner. Châtaigne. Avant de laisser travailler sa favorite. Donc Châtaigne va nous l'accompagner, tu comprends? On les met toutes les deux ensemble. Je sais pas comment tu appelles ça dans ton pays. Nous, on dit accolacher. En paire. En paire. Eh ben, on va les mettre en paire et on va tirer la corde. Allez, tu es avec nous? Allez, stop. Après 2 heures d'effort, Stop. Max parvient à faire entrer la vache la plus farouche dans son camion. Allez, toi, mauvais caractère. Allez, Il en capturera 11 autres dans la matinée. allez, Châtaigne, allez. Allez. Allez, ma fille, allez. C'est dur, hein. Mais bon, c'est souvent comme ça, hein. Quand on nous appelle, c'est jamais tendre. Attends, mais t'es dans la merde, hein. Mais c'est dur, on est arrivé. Bien, t'as vu Châtaigne comment on l'a accompagné? Tiens. Une fois les vaches embarquées, Oh, viens là, bah donne. Max ne veut pas laisser le paysan seul sans ses bêtes. Moi, j'ai les mains propres, moi, tu vois. Essuie tes mains. C'est toi qui l'as fait, non? Non. Alors comme souvent, il prend tout simplement le temps de parler. Allez, Merci à toi. tiens, un bout de sauce. Mais je sens qu'elles vont être mises en sécurité maintenant, hein. Voilà. Ça te rassure? Non, c'est fini. L'éleveur est fini. Il est... Mais non, c'est pas fini, ça. Et ces bêtes, Serge, elles représentent quoi en fait, pour vous? Tout, c'est tout le patrimoine de travail, tout le bazar. Max reprend la route. En attendant une décision de justice, les vaches seront mises en pension dans une ferme chargée de les soigner. Bon, les animaux, on maîtrise à peu près. On est habitué, même sur les troupeaux difficiles.
On arrive toujours à trouver des solutions. Maintenant, c'est l'homme, c'est l'éleveur qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Donc c'est quelque chose qui nous touche parce que très souvent, on n'a pas affaire à des gangsters, quoi. Ce sont des gens, des braves gens et qui se sont retrouvés un peu tout seuls. Dans notre société, on a des assistantes sociales qui font très bien leur boulot. Et moi, je préconisais qu'il nous faudrait des assistants ou des assistantes rurales. En France, un paysan se suicide tous les 2 jours. Max est parfois le seul témoin de la misère des éleveurs. Avant qu'il ne soit trop tard, il les conseille et tente de les sauver. Il y a 2 ans, il a aidé cet homme à prendre une décision difficile. Vendre pour ne pas sombrer. C'est un virage qui se prend, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous savez que vos prix de production sont plus élevés que vos prix du lait, vous avez bon quand même essayé de vous battre. Vous dites c'est pas possible, quoi. Il y a bon serrer les boulons, c'est pas possible, quoi. Voilà. On a les mêmes tarifs dans le prix du lait aujourd'hui qu'il y a 20 ans en arrière, donc les carburants, c'est bien que les carburants sont chers, les concentrés sont chers, les prestations de vétérinaires, les prestations d'insémination, tout le monde en fait a augmenté ses honoraires et le prix du lait est resté gelé. Donc les gens, il y a un moment, bien ça va pas. C'est une bête qu'on aurait très bien pu passer à la criée, mais on ne peut pas toutes les passer à la criée. Donc sa mise à prix est de 1 700 €, c'est une très bonne vache. Et son numéro sur la fesse, ça sera le numéro 16. Ce négociant en bestiaux n'a jamais liquidé autant de fermes que ces dernières années. 2 par semaine en moyenne, à la fin de l'hiver. Bien que de plus en plus fréquentes, ces ventes sont toujours un événement. On y assiste en direct à la mort d'un élevage. L'ambiance n'est pas à la fête. Mais avant, t'élevais avec 2 vaches, t'élevais 10 gamins. Et aujourd'hui, si tu ne portes pas 1000 litres de lait par jour, ça fait pas le tour. Vous êtes éleveur. Vous avez quel sentiment aujourd'hui sur votre profession Le mal, il est fait. Ça veut dire que les gens n'y arrivent plus, ils ont trop de dettes. Ils t'y prennent tout. Il n'y a pas de choix, on est des prisonniers. On est des prisonniers. 2500 € c'est pris. 2005, qui dit mieux. Une fois, 2550, 2600 c'est pris, 2600. On relance la machine, 2600. 2650 c'est pris. 2650, on continue. La vente n'est pas tout à fait terminée, mais l'éleveur sait déjà que la partie est gagnée. Les enchères se sont envolées. 3300, 3350, c'est repris à droite. Vendu 3 fois, bravo, avec les buissons, 3000. André semble satisfait. Son jeune associé, lui, doit encore faire le deuil de son troupeau. C'est un peu une page triste. Pour lui, c'est ses 4 meilleures vaches. Quelques heures à peine pour tirer un trait sur 30 ans de travail, 30 ans d'investissement et de sacrifice sur 3 générations. Sur Fernand et sur le Blandin, faites vos enchères. Rapprochez-vous des personnes qui ont les paniers, ça sera plus facile, merci. Depuis ce jour, André s'est reconverti dans le maraîchage, avec succès. Mais il reste encore une exception chez les petits éleveurs français. De l'autre côté du Rhin, les éleveurs semblent s'être un peu plus facilement adaptés à la crise. Comparé à la France, la filière laitière allemande est une industrie. Depuis des années. Héritage de l'époque communiste, ces coopératives se comptaient par milliers en ex-Allemagne de l'Est. Il suffisait de les moderniser pour les rendre rentables. Cette ferme fut construite en 1977. Elle accueille aujourd'hui un peu plus de 1000 bovins. Pour améliorer la productivité, un poste a été spécialement créé. Martin est manager de troupeau. Il a introduit de nouvelles techniques dans l'étable, comme la mesure du diabète, pour que les vaches produisent du lait au plus vite, après leur vêlage. Pourquoi c'est important de faire ces tests? Pour que la vache reste en bonne santé, pour qu'elle puisse avoir des veaux au bon moment,
pour qu'elles soient performantes et pour qu'elles soient en bonne santé de façon générale. Depuis que je suis là, on fait ces tests car on veut absolument réduire ou contourner la phase pendant laquelle la vache est touchée par la cétose après avoir eu un veau, car elle a beaucoup moins d'énergie pendant cette période. Un vétérinaire est aussi présent à temps plein sur la ferme. Ça, c'est la vache de ce matin. Elle a été traitée et elle peut à nouveau se tenir sur ses pattes. Maintenant, on va la laisser là, sur la paille, et on verra demain. Normalement, elle pourra rejoindre le groupe. Bien sûr, il ne faut pas la traire complètement cet après-midi. Juste un peu pour le veau. Principal obstacle à la productivité, les épidémies, favorisées par la densité de bovins. Cet établissement a beaucoup d'animaux, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de maladies qui apparaissent. Nous devons prendre en permanence des mesures de prévention pour ne pas laisser apparaître des maladies sérieuses. Et c'est très différent des petites exploitations? Les problèmes sont assez similaires, mais ici, ils sont à une autre échelle. Ils sont bien plus importants, car la concentration des animaux est aussi plus grande chez nous. La ferme n'a donc aucun droit à l'erreur. La moindre épidémie pourrait remettre en question son développement. Mais avec ses 9 millions de litres de lait produits chaque année, l'exploitation reste rentable. Il est 4 h du matin. Un commando de la Confédération paysanne quitte la région parisienne pour aller dans la Somme, faire entendre sa voix. Ce syndicat agricole de tendance écologiste se bat contre un projet d'élevage industriel, la ferme aux 1000 vaches. On arrive, on ne traîne pas, il n'y a pas de temps mort. Derrière cette action coup de poing, un combat pour un certain modèle de société. On veut quoi? On veut des fermes ou des usines? On veut que notre alimentation elle soit produite dans des fermes, parce qu'on veut qu'elle soit produite dans des usines. Et là, voilà, on a livré l'agriculture aux marchands en fait. Aux mecs qui vont boursicoter, qui vont envoyer du lait en Chine, aux mecs qui vont envoyer des céréales à l'autre bout de la planète. C'est pas ça l'agriculture et c'est pas ça l'alimentation. Un petit essai de Toki. Il y a du sang dessus, c'est normal. Ouais, c'est la dernière action qui a mal tourné. Du sang de... Pour la 3e fois cette année, ça va bien se passer. Les militants veulent retarder le chantier, alerter l'opinion et les hommes politiques sur les dangers que représente, selon eux, cette ferme géante. C'est la première laiterie de ce type à voir le jour en France. La copie conforme de celle de Klaus, en Allemagne. Faut qu'il y en a qui prennent les drapeaux. L'action est illégale. Les activistes savent que la police peut arriver à tout moment. Alors, sans perdre une minute, ils démontent une à une les pièces de la machine à traire, le manège, le symbole des fermes-usines. Ces pièces, ils souhaitent les présenter aux élus qui soutiennent le projet. T'as vu, une fois que t'as défait ce truc là, tu défais ce truc et puis tu peux la sortir. Tu peux sortir le vérin? Ah, ça s'est démonté sans casser, donc c'est très bien. On sait très bien que c'est une action symbolique. Il n'est pas question de détruire le truc, d'empêcher qu'il travaille. Il est question de faire interdire ce genre de ferme-usine. Voilà, après, Il y a des gens quand même dans les camions? Ces fermes-là font des économies d'échelle, forcément. Alors, en plus, il y a des capitaux derrière qui financent, ils vont vendre du lait pas cher. Et là, ils se sont déjà vendus, qu'ils en vendent le lait 27 centimes d'euros le litre. Alors que sur le marché, il faut payer, pour qu'un producteur vive de son lait, il faut 40 centimes d'euros le litre. Donc 15 centimes de moins d'un coup, c'est énorme, c'est un tiers du prix, quoi. Mais vous allez dehors, vous plaindre, pas ici. Après 20 minutes de démontage, un salarié en colère met fin à l'action des militants. Non. Monsieur Ramry a le courage d'investir, sans demander de prime et tout ça. Mais bien Alors, personne vous empêche de travailler. Non, leur prime. Allez dehors, vous plaindre. Je pense que ça va ras-le-bol. Je commence à m'exciter. Face à la détermination de l'ouvrier, les militants préfèrent quitter l'usine. D'autant que la police est déjà sur les lieux. Donc on part par où?
Là, ça commence à être tendu et je pense qu'on ne peut pas déshabiller plus que ça. En fait, le truc, c'est que moi, je vois qu'on est en train de se faire quand même un peu piéger comme dans une souricière. Et si on veut sécuriser le reste de la manif, il faut qu'il y en ait 8 qui partent, dont moi. Le système, c'est qu'en fait, on fait du lait, un sous-produit de la merde. Le mec, il veut faire du fric, parce qu'en fait, c'est pas du gaz qu'il veut faire, c'est du fric. Il veut faire du fric, donc il fait du fric, donc de l'électricité. Pour faire de l'électricité, il faut du gaz. Pour faire du gaz, il faut des vaches. Après, sous-produit, le lait, on va le balancer sur le marché mondial, ça sera qu'un plus. Mais c'est totalement inacceptable. Ça veut dire que partout en France, il y a des producteurs de lait qui vont disparaître. Il y a 78 000 producteurs de lait aujourd'hui en France. Si on fait des usines comme ça, 2400 suffiront. La première partie de l'opération est une réussite. Malgré 5 interpellations dans leur rang ce jour-là, les militants de la Confédération paysanne ne baissent pas les bras. Une vingtaine d'entre eux se rendent au Printemps Bio, à Paris, dans le but de remettre les pièces démontées au ministre de l'Agriculture. Mais une fois sur place, c'est Ségolène Royal qui va essuyer les premières critiques. Alors, est-ce que c'est votre modèle, Madame Royal, la ferme des 1000 vaches? Est-ce que c'est votre modèle, la ferme des 1000 vaches? Laurent, on va le faire, Laurent. Les questions du syndicaliste agacent. La ministre de l'écologie n'y répondra pas. Elle quittera les lieux par une porte dérobée. On ne peut pas vous laisser rentrer sans badge. Cantonnés à l'extérieur du bâtiment, les militants tentent d'en bloquer l'accès. L'altercation permettra finalement à leur porte-parole d'attirer l'attention du ministre de l'Agriculture. Il arrive, on a 2-3 minutes. Est-ce qu'en termes d'emploi, ce projet est acceptable? Est-ce qu'en termes de l'environnement, c'est acceptable? Est-ce qu'en termes de prix du lait et d'incidence qu'il y aura sur l'ensemble des paysans du territoire, est-ce que ce projet-là est acceptable? C'est pas le projet et le nombre de vaches qui est important, je le dis à tous ceux qui écoutent. C'est la question qui est posée de l'organisation de l'agriculture demain. La question qui est posée, c'est de savoir comment on combine l'enjeu du maintien d'agriculteurs avec la dimension économique. Parce que le jour, M. Pinatel, où on n'aura plus de capacité à produire en France parce qu'on ne sera plus en capacité de vendre notre lait, on n'aura plus besoin de discuter du nombre d'agriculteurs. Donc moi je veux et des agriculteurs et des fermes et des exploitations qui soient viables économiquement. vous avez une fixation sur ce projet, c'est votre choix. C'est emblématique de l'industrialisation de l'agriculture que vous accompagnez par vos politiques. La hantise de ces militants, que la ferme des 1000 vaches crée un précédent, qu'elle ne soit que la première d'une longue série de fermes-usines. Le débat politique est enfin lancé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?